Donc, je préfère alors de faire l'enregistrement et comme ça, peut-être on pourra voir qu'est-ce qu'on pourra faire. S'il y a une ou autre question, on pourra essayer de traiter ça la fois prochaine, puisque je vois que voilà, il y a la plupart des gens qui ne sont pas connectés. Du coup, ça ne peut pas nous permettre de bien finir le module comme c'était prévu, quoi. Voilà, donc je parlais alors, il y a une petite introduction que j'avais déjà faite, je ne vais pas y revenir puisque je vais envoyer ça directement avec avec l'autre partie. Je vais essayer ne pas être long puisque voilà, il n'y a pas d'interaction, mais s'il y a une autre question qui va venir au moment où vous allez consulter ça, pardon, je pourrais y répondre après. Donc, alors, on a entamé le dernier chapitre qui traite des questions de sécurité sanitaire des aliments. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la sécurité sanitaire des aliments, c'est dans la même prolongation de nos objectifs de pouvoir rendre des aliments sains. Ce qu'on a parlé à propos des systèmes alimentaires durables, ce qu'on a parlé à propos de hygiène alimentaire, ce qu'on a parlé également à propos de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Tout ça là, on a vu que c'est toute une procédure, c'est tout un processus qui va, euh, d'ailleurs, avant de penser à cultiver, jusqu'à la gestion des déchets, à la gestion des déchets ménagers, des déchets qui proviennent de l'alimentation. Donc, toute la procédure qui est au milieu, c'est cette procédure-là qui va essayer de nous orienter sur comment est-ce qu'on peut gérer l'aliment, comment est-ce que cette noble et aliment, il peut nous être utile afin de ne pas être une calamité pour les consommateurs. Donc, la partie de la sécurité sanitaire des aliments, ça va dans le même cadre. C'est dans le cadre de pouvoir établir des normes, établir des liens, établir des méthodes qui soient internationalement reconnues, puisque, comme on va le voir dans un instant, ce sont des cadres c'est un cadre qui a été instauré par la FAO et l'OMS. Et le cadre là, c'est de produire des normes, des méthodes internationales qui essaient de guider les aliments, comment est-ce qu'ils peuvent être produits, comment est-ce que les aliments peuvent être transformés, quelles sont les normes minimales qui doivent être respectées afin de garantir la santé des consommateurs. Donc, quand on parle de sécurité sanitaire des aliments, comprenez que c'est toute cette procédure pour pouvoir faire l'assurance des aliments afin que ces aliments ne puissent pas causer d'effets nocifs pour le consommateur. Soit quand ils sont préparés ou bien quand ils sont consommés, tout ça là, donc pour que ça puisse pas causer d'effets nocifs aux consommateurs. Ça, c'est une définition qui a été faite. Il y a un document que je pense que je vais vous partager sur comment ce concept de sécurité sanitaire des aliments a évolué dans le temps. Depuis même, et d'ailleurs, avant la création de la FAO et de l'OMS, les deux principaux acteurs sur des questions d'alimentation, de nutrition au niveau mondial. Comment est-ce que le terme, cette partie de sécurité sanitaire des aliments a évolué au fur et à mesure du temps? Et donc, l'objectif global ou bien la vision de la sécurité sanitaire des aliments, c'est pour que avoir une alimentation qui ne présente aucun risque pour le consommateur. C'est ça globalement la vision, c'est ça l'objectif, c'est ça la mission de la sécurité sanitaire des aliments. C'est de pouvoir pouvoir mettre au consommateur, devant le consommateur, une alimentation qui ne présente aucun risque pour lui. Et, et on peut partir des principaux faits qui sont observés au niveau mondial sur des questions de problématiques de sécurité sanitaire des aliments. Oui, il y a eu même fois où il y a, si vous voulez, ce qu'on peut appeler des épidémies, mais qui ne sont pas d'épidémies comme telles, puisque voilà, on va voir des thématiques qui sont déjà appropriées quand on parle dans le secteur de l'alimentation, ce qu'on appelle des toxi-infections alimentaires et communautaires. Bon,
c'est pas vraiment des épidémies comme telles, parce que il y a une certaine nuance, mais on va voir comment est-ce que cette partie de sécurité sanitaire des aliments qui n'a pas été bien respectée, qui n'a pas, dont les normes n'ont pas été respectées, et c'est quelles conséquences ils puissent infliger à la communauté, voilà, communauté internationale, si vous voulez, au monde entier. Vous voyez que par an, ça c'est par an, il y a au moins 600 millions de cas de maladies d'origine alimentaire, c'est-à-dire que des maladies qui ont trait à l'alimentation qui n'a pas subi une sécurité sanitaire. Et dans cela, au total, on a recensé qu'il y a au moins 420 000 décès, 420 000 décès au niveau mondial, dont 143 000 décès des enfants de moins de 5 ans. Donc, si vous essayez de voir, vous voyez que c'est presque un tiers de tous les décès, un tiers de tous les décès, près d'un tiers de tous les décès, ce sont des enfants de moins de 5 ans. C'est-à-dire que, comme vous le savez, ce sont des groupes qui sont plus vulnérables, dont leur immunité n'est pas encore acquise, et du coup, ils ne peuvent pas différencier qu'est-ce que je peux prendre qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et encore à ajouter que l'enquête également ajoute que dans les pays en développement et les pays à revenus intermédiaires, que il y a ce qu'on peut appeler des pertes de production qui s'évaluent à plus de 95 milliards de dollars américains. Voilà, pensez, voilà que c'est un des gros problèmes qui guette l'humanité. Avoir les chiffres de décès, les chiffres de cas de maladie qui sont liés à l'alimentation, mais également les pertes de production qui sont observées pour la même cause. Il y a d'autres conséquences à part les maladies, à part les décès, à part les pertes en termes de production ou bien qui sont évaluées en termes monétaires. Il y a d'autres conséquences. C'est entre autres l'érosion de confiance entre le consommateur, du consommateur vis-à-vis des produits. C'est-à-dire qu'un consommateur qui a déjà vu qu'il y a un problème sur un aliment tel, il va commencer à perdre confiance face à cet aliment parce que selon lui, c'est un aliment qui a causé des problèmes majeurs ici et là. Et d'autres conséquences, ce sont des gaspillages alimentaires. Je pense que vous vous souvenez très bien de tout ce qu'on a parlé, évoqué autour du gaspillage alimentaire, mais aussi sans oublier les pertes alimentaires, voilà, qui sont des fois intimement liées, mais qui ne signifient pas exactement la même chose. Parce que qui parlait de gaspillage alimentaire, comme on l'a vu, c'est juste, c'était parti de pouvoir évoquer tout ce qui est des pertes, plutôt des aliments qui se perdent au cours de la production, des aliments qui se perdent au cours du transport, qui se perdent ici et là jusqu'à la transformation avant d'arriver au consommateur, alors que pour les pertes alimentaires, ce sont ces aliments qui peuvent pas être consommés alors qu'ils sont déjà préparés et du coup, il y a beaucoup de personnes voilà, qui jettent peut-être dans les poubelles, peut-être ici et là, ils n'ont pas pu consommer, quoi. Voilà, d'autres conséquences encore, c'est l'augmentation des gaz à effet de serre. Comme on l'a dit l'autre jour quand on évoquait des questions de systèmes alimentaires durables, vous vous souvenez qu'on a évoqué les gaz à effet de serre parce que à cause des pertes et des gaspillages alimentaires qui représentent plus de 8% des gaz à effet de serre, vous voyez que c'est un énorme problème. C'est comme ça peut être le troisième gros pollueur si on essaie de classer les gros pollueurs par rapport à ce qui produisent beaucoup de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc, à part ces conséquences qu'on a déjà évoquées en haut en termes de maladies, vous voyez également qu'il y a d'autres conséquences, des conséquences qui sont plus aussi holistiques et qui sont renferment aussi sur d'autres problèmes de la vie au niveau mondial. Donc, qu'est-ce qui est en train d'être fait alors par les différentes structures, les différentes organisations internationales qui donnent des orientations au niveau global, mais dont la mise en pratique, ça se fait au niveau local? Il y a la FAO qui a déjà produit ses priorités stratégiques pour 10 ans. Et les priorités stratégiques autour de la sécurité sanitaire des aliments, qui sont au nombre de quatre. Il y a déjà une priorité
de ce que voilà, ce qu'ils ont appelé des domaines prioritaires du programme. Ça, c'est un programme, ce programme-là de 10 ans et dont les priorités, c'est l'amélioration de la production d'abord. Comment est-ce qu'on peut produire pour moins polluer, pour moins perdre? Comment est-ce qu'on peut produire tout ce qu'on a évoqué autour de de l'hygiène alimentaire? Vous vous souvenez, on produit où, c'est sur quel terrain, l'environnement il est comment, c'est quoi on va cultiver, voilà tout ça là. Donc c'est pour améliorer la production avec certaines, je dirais, certaines missions ou bien certains points clés, entre autres l'innovation au service d'une production agricole durable. Voilà, qu'est-ce qui peut être fait comme une innovation afin de se rassurer que on est en train d'améliorer la production et c'est quelles activités ou bien c'est quelles actions qui sont entretenues pour pouvoir promouvoir la transformation bleue. Bah, qui parle de transformation bleue, c'est pour un tout petit peu recadrer de ce qu'on peut appeler euh, l'économie verte, voilà, pour l'économie verte qui tourne tout autour de ce qui, comment est-ce qu'on peut rendre plus vert l'environnement, comment est-ce qu'on peut rendre plus vert la terre afin de pouvoir limiter tout ce qui est changement, réchauffement climatique pour la plupart. Et aussi sans oublier que ça va dans le cadre de ce qu'on appelle une approche, une seule santé. Je pense que vous avez déjà entendu parler de One Health Approach. One Health Approach qui est une approche qui est en train d'être développée dans plusieurs pays au niveau du monde. Mais aussi, c'est aussi des questions de voir comment est-ce qu'on peut rendre équitable, l'accès équitable aux ressources pour les petits producteurs et puis également essayer de numériser l'agriculture. La numérisation de l'agriculture, ça fait partie également des innovations parce que numériser l'agriculture, pour la plupart, ça fait partie de comment, par exemple, on peut contrôler la gestion de l'eau, l'eau qui est, je dirais, une denrée rare qui se fait de plus en plus rare dans plusieurs parties du monde. Comment est-ce que l'agriculture peut être numérisée, quitte à ce que l'eau puisse être préservée, l'eau puisse être utilisée à bon escient. Voilà, une autre priorité, c'est de améliorer la nutrition, tout ce qui va dans le sens de l'alimentation saine pour tous, tout ce qui va dans le sens de la nutrition au bénéfice des plus vulnérables, tout à fait. Comment est-ce que les plus vulnérables vont bénéficier d'une alimentation équilibrée, des aliments salubres pour tous, ça c'est tout ce qu'on est en train de parler également. Comment est-ce qu'on peut rendre des aliments moins nocifs, d'ailleurs pas vraiment nocifs pour les consommateurs. La réduction des pertes et des gaspillages alimentaires, ça on en a déjà parlé, puis la transparence des marchés et des échanges commerciaux. Oui, tout à fait, parce que comme on l'a dit l'autre jour, voilà, on a répété maintes fois que les objectifs marketing ne cadrent pas directement avec des objectifs nutritionnels. Nutritionnellement, on va avoir des objectifs à atteindre pour pouvoir combattre la malnutrition, essayer de lutter contre les maladies liées à la malnutrition, mais pour le consommateur, pour plutôt le marketing, c'est juste comment est-ce qu'on peut vendre plus et avoir plus de gains. Une autre chose, c'est notre objectif, notre priorité, c'est l'amélioration de l'environnement. Tout cela dans le sens de développer des systèmes alimentaires, agroalimentaires durables, pour pouvoir limiter les effets sur le changement climatique, la bioéconomie, la biodiversité, la mise en place des systèmes alimentaires urbains et durables, voilà tout ça là. Et puis également, sans oublier que pour l'autre objectif qui concerne l'amélioration des conditions de vie, c'est travailler sur tout ce qui est égalité genre, la transformation rurale et inclusive entre, bon, pas seulement rurale, mais entre rural et urbain, comment est-ce que cette transformation puisse être inclusive et ne pas euh, voir qu'il y a des personnes, il y a des gens qui sont exclus du système et travailler également sur des situations d'urgence, prévoir également des systèmes agroalimentaires résilients. Comment est-ce que les systèmes agroalimentaires ils essaient de s'adapter aux différents changements, que ce soit les changements climatiques, que ce soit les changements politiques, que ce soit les changements économiques. Comment est-ce que les systèmes alimentaires
actuels, ils essaient de s'adapter aux différents changements. Et puis également, les initiatives mises dans la main, ce sont des initiatives qui sont faites pour la plupart afin de pouvoir développer euh, est-ce que vers les années 2000, 2000, 2015, quand quand le programme de 15 ans pour les objectifs de développement durable ont été conçus, voilà, je pense que vous avez déjà rencontré une thème qui dit sans laisser personne de côté. Bon, c'est dans un sens de euh, ne laisser personne derrière. Voilà, c'est ne laisser personne derrière. Voilà, donc ça va dans le même sens. Vous voyez que toute cette stratégie, ça va dans un sens de pouvoir développer des systèmes alimentaires qui peuvent répondre vraiment à ce que la santé du consommateur soit préservée. Voilà, la santé, voilà, c'est tout ce qui peut être consommé, leur avantage nutritionnel, pour que ça puisse respecter l'environnement. Voilà, c'est dans un sens, on peut pas. Une autre chose, c'est que je pourrais souligner ici, c'est que euh, le respect de ces normes, le respect de ces politiques-là, le respect des orientations, il est régi par, ce respect est régi par un organe. C'est un organe qui a été mis en place plutôt par la FAO et l'OMS. C'est un organe conjoint entre la FAO et l'OMS qui est fait composé par des experts de deux domaines plutôt de deux organismes, l'organisme FAO et l'OMS. Donc, ils ont mis en place un organe qu'ils ont appelé la Commission de Codex Alimentarius, ça qui voilà, qui est le cas là, c'est anglais, c'est Codex Alimentarius Commission qui a été mise en place vers les années 1963. Mais vous voyez que voilà, il y a la FAO qui a été créée vers les années FAO et MS, je pense, si j'ai bonne mémoire, vers les années entre 45 et 48. C'est dans un intervalle un peu comme ça. Donc, c'est après leur création que le Codex Alimentarius, le CAC, là, a été mis en place pour pouvoir et faire respecter les normes internationales. Et en parlant de la normalisation internationale, vous voyez que le Codex Alimentarius, c'est une commission qui va beaucoup plus s'occuper des problèmes liés aux aliments, des problèmes qui peuvent survenir liés aux aliments, et c'est quelles mesures qui peuvent être prises, pardon, c'est quelles normes qu'on a mises en place, quelles normes que la commission a proposées, c'est quelle politique que la commission y propose aux différents gouvernements et comment est-ce que cela peut être mis en place. Donc, ça, c'est franchement pour tout ce qui peut être géré du côté alimentation. Mais à côté de cette structure-là, il y a d'autres deux grandes structures au niveau international qui travaillent sur des questions de normalisation. Il y a l'Organisation mondiale de la santé animale. Ça, c'est une organisation qui est régie au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, et qui traite également des questions de santé animale. Et vous voyez que qui parle de santé animale, ça ne se limite pas seulement au niveau de santé animale parce qu'on sait que dans l'alimentation humaine, il y a une grande part de santé animale qui entre dedans. Et il y a aussi une autre commission qui entre en œuvre. Ça, c'est une commission des mesures phytosanitaires. Cette commission aussi, il entre en œuvre pour des questions de protection des végétaux. Il est régi par la Convention internationale pour la protection des végétaux. Les trois organismes, plutôt les trois organisations, ce sont les trois qui sont reconnus comme responsables ou bien comme je dirais, j'appelais comme des coachs. Bon, pas coach seulement, mais comme des sources, voilà, comme des sources de données sur des questions de normalisation internationale. Mais voilà, on va beaucoup trop nous fixer sur le codex alimentarius. Le codex alimentarius qui, comme je l'ai dit, les principales actions
du Codex Alimentarius, c'était pour pouvoir mettre en place des normes. Il essaie d'établir des normes. On va voir dans un instant les normes qui existent. Quand on parle des normes ISO, ça c'est une multitude de normes qui ont été mises en place et qui, dans un domaine précis, si vous voulez vous lancer dans un domaine précis, vous êtes déjà averti qu'il y a des normes telles que vous devrez respecter et afin de pouvoir être certifié ou bien reconnu comme peut-être pouvoir opérer au niveau national, régional ou bien international, ces normes-là doivent être respectées. Il y a aussi d'autres fonctions, bien d'autres actions que le codex il essaie de faire, c'est de faire des recherches scientifiques, tout à fait, parce que établir une norme, ça demande d'abord qu'il y ait un minimum des études scientifiques, des recherches scientifiques qui soient faites et à partir de ces recherches, vous pouvez orienter des actions. Et ces orientations également, c'est à partir des recherches, comme je le disais, qu'il y a des orientations politiques qui sont faites, qui sont proposées. C'est-à-dire le codex il propose aussi des orientations politiques aux différents gouvernements à partir des recherches et en proposant également des normes et sans oublier aussi qu'il y a également une part de prise de décision, c'est-à-dire du côté gouvernance, comment est-ce que ces orientations ont été faites, comment est-ce que le codex alimentarius il essaie alors il essaie de coiffer, il essaie d'être comme un coach dans la prise de décision. S'il faut prendre une décision, référez-vous à ceci, 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 et puis vous allez réussir à assurer la sécurité sanitaire des aliments. En parlant également du codex alimentarius, on ne peut pas omettre de rappeler qu'il y a des champs d'action qui sont les plus, qui entrent le plus en matière de normalisation, en matière d'établissement des normes et des méthodes également. Et qu'il y a les additifs et l'hygiène alimentaire. Le domaine des additifs et l'hygiène alimentaire, ça c'est un domaine qui est carrément contrôlé et normé par le Codex Alimentarius. Les contaminants, les résidus du pesticide et des médicaments vétérinaires, l'étiquetage et les présentations de produits, les méthodes d'échantillonnage et d'analyse. Ça, ce sont vraiment des domaines clés, dans lesquels le Codex Alimentarius il agit. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des normes qui sont établies pour les différents domaines et que voilà, si vous voulez vous lancer dans un domaine, par exemple, si vous voulez vous lancer dans le domaine de la production des pesticides, vous êtes au courant qu'il y a des normes qui régissent ça et dont les normes qui ont été produites par le Codex Alimentarius. Et une autre chose qu'on pourra souligner, oui, c'est que, comme je parlais des normes, oui, il y a des normes et il y a aussi des méthodes. Pour les normes, je ne veux pas trop m'y attarder parce que c'est une multitude de normes qui existent déjà, mais dont les plus reconnues, ce sont des normes ISO. Je pense que vous avez déjà entendu parler des normes ISO. ISO pour parler de International Organization of Standardization. Ça, ce sont des normes qui, comme je le disais tout à l'heure, en fonction de la thématique, en fonction du domaine, il y a des normes. Ce sont des exemples que j'ai essayé de donner. Par exemple, si vous voulez vous lancer dans le domaine de management, de la sécurité des denrées alimentaires et sur les structures des entreprises, vous êtes averti qu'il y a la norme de ISO 22000 qui va régir ça. Il y a par exemple, la norme ISO 9000 qui concerne uniquement le management de la qualité. Et vous allez voir qu'il y a ISO 9001, il y a ISO 9000 combien, il y a ISO 9000 combien en fonction de quelle qualité. Parce que ça parle de management de la qualité, mais si c'est qualité de ça, il y a un numéro. Si c'est qualité de ça, il y a un numéro et ainsi de suite. Un autre exemple que j'ai donné ici, c'est l'ISO 14000 qui cadre sur tout ce qui est des règles d'intégration, des préoccupations environnementales. Donc, tout ce qui est vraiment de gestion de l'environnement, truc là pour être respecté, il y a une norme qui a été établie, la norme 14000
qui a été établi par Codex Alimentarius. Donc, vous voyez que ça, c'est sur la partie de établissement de normes, mais sans oublier qu'il y a aussi des méthodes qui doivent être respectées, le minimum de méthodes qui doivent être respectées afin de pouvoir assurer ces normes. C'est entre autres l'une des méthodes qui sont les plus reconnues, c'est la méthode HACCP, pour parler de Hazard Analysis Critical Control Point. Ça, c'est une méthode qui est mise en place pour pouvoir définir, évaluer, puis maîtriser les dangers qui menacent la salubrité des aliments. C'est une méthode voilà, qui est vraiment le plus utilisé au niveau mondial. Donc voilà, peut-être pour pouvoir résumer ici, c'est pour rappeler qu'à part ce que le Codex Alimentarius met en place comme des normes, il y a aussi des méthodes pour pouvoir respecter ces normes. Donc, si on va alors dans le cadre, revient dans le cadre spécifique de la sécurité sanitaire des aliments, on sait que quand on parle de sécurité sanitaire des aliments, c'est qu'il y a déjà un risque, il y a des dangers, il y a des risques. Et en parlant des dangers, des aliments peuvent être contaminés de différentes façons et par différents éléments. Et il s'agissait alors de voir comment est-ce que la sécurité sanitaire des aliments, il essaie de cadrer, de classifier, de catégoriser les différents dangers qu'un consommateur encourt au moment où il est face à un aliment qui, d'une manière ou d'une autre, n'a pas été bien conservé. L'un des dangers plutôt, sont des dangers biologiques. Ça, pour la plupart, c'est comme si on peut voir que ce sont des dangers qui sont les plus vus, hein. Mais il y a aussi d'autres types de dangers, des dangers qui existent, des dangers qui sont là, mais d'une manière ou d'une autre, il est des fois difficile de pouvoir détecter. Pour les dangers biologiques, ce sont des bactéries, des parasites, des virus, euh, des moisissures, etc., qui peuvent nuire à la sécurité sanitaire des aliments. On va le voir dans un instant. D'ailleurs, c'est ça qu'on va le plus développer parce que il y a ceux qui, en fonction des pays, quand même, on peut remarquer qu'il y a ceux qui reviennent le plus souvent, ceux qui sont pour la, genre, on dirait, ils sont beaucoup plus présents. Il y a aussi des dangers chimiques. Voilà, comme vous le savez, il y a des dangers qui sont naturels. La fois dernière, je pense qu'on a parlé de aflatoxine. L'aflatoxine également, ce sont des dangers chimiques mais qui sont naturels. Les allergènes, les mycotoxines, les histamines, ça, ce sont vraiment des dangers qui sont chimiquement naturels. Il y a également des contaminations, des contaminants industriels, ça, on les connaît déjà que voilà, s'il y a une industrie qui est là, s'il y a la Brarodi qui est là, c'est pas n'importe quel produit de Brarodi qu'on peut jeter dans la nature parce qu'on sait que d'une manière ou d'une autre, ça peut affecter les eaux du lac Tanganyika. Il en est de même pour d'autres produits industriels qui ne peuvent pas être jetés n'importe où. Comme on l'a dit d'ailleurs, vous savez qu'il y a des produits industriels qui, une fois ils sont jetés dans la nature, ça va prendre des années, voire des centaines d'années afin qu'ils puissent disparaître de cette nature. Et il y a des contaminants également, des contaminants chimiques provenant des emballages. Oui, voilà, tout ça, comme on peut donner l'exemple des plastiques, qui sont également des contaminants qu'on reconnaît franchement qui peuvent nuire à la santé. Aussi, on peut reconnaître qu'il y a des dangers, d'autres dangers, des dangers physiques. Les dangers physiques, ça c'est, voilà, des fois ça peut être bien, bien contrôlé, mais on sait qu'il y a des dangers physiques puisque c'est trop petit. Par exemple, si on peut faire référence aux machines, les moulins, on sait qu'il y a des débris de métaux qui peuvent se trouver dans la farine et après mouture, des morceaux de verre et tout ça, là, on sait que voilà, c'est aussi des dangers, ça représente un danger pour le consommateur. Voilà. Donc, à part ces différents types de dangers, on peut évoquer les risques que la personne encourt. Beaucoup plus, on va essayer de traiter les dangers biologiques. On va aujourd'hui beaucoup plus me centrer sur les dangers biologiques
pour essayer de commencer à différencier, à nuancer certains termes. Il y a des termes bon, des termes qui reviennent plus souvent, mais dont il y a peut-être des fois on essaie de ne pas différencier au mieux. Euh, L'un des dangers biologiques, c'est quand on a parlé des dangers comme des parasites, des mycotoxines qui peuvent, plutôt, pardon, pas de mycotoxines, mais plutôt des bactéries qui peuvent polluer, sinon infecter nos aliments. Quand on parlait des toxines-infections alimentaires collectives, ça, je dirais, c'est une des formes de toxines-infections alimentaires, mais qui parle de toxines-infections alimentaires collectives, il faut qu'il puisse y avoir au moins deux cas dans une communauté qui ont des symptômes similaires, mais aussi avec ces symptômes qui sont d'ordre digestif, mais qui surviennent dans une même communauté, dans une même période et des fois qui sont liés à une même source ou bien à une même origine. C'est ça alors qu'on peut appeler une toxi-infection alimentaire collective. Et vous voyez qu'il y a certains des micro-organismes qui sont mis en cause, c'est beaucoup plus les salmonella. Salmonella qui, comme vous le connaissez, qui sont à l'origine voilà, la partie, l'agent pathogène qui s'appelle Salmonella typhi qui est à l'origine de la fièvre, bon, ce qu'on appelle globalement la fièvre typhoïde. Et aussi, il y a des staphylocoques et des Clostridium, surtout pour le Clostridium perfringens. Ça, ce sont des agents pathogènes, des noms des agents pathogènes qui peuvent se retrouver, qui peuvent être à l'origine des toxines-infections alimentaires collectives. Donc, quand on parle de toxines-infections, il faut comprendre que c'est lié à la multiplication des bactéries dans le tube digestif. C'est-à-dire, vous avez consommé quelque chose et puis, sans toutefois le savoir, il y a une multiplication des bactéries. Comme, voilà, je pense que je l'ai déjà dit, la multiplication des bactéries, la multiplication des micro-organismes, il se fait d'une manière, comment on appelle ça encore genre, c'est une montée en flèche, quoi. Il se fait comme c'est une montée en flèche. Vous pouvez vous retrouver avec 20 micro-organismes dans votre alimentation, mais qu'après quelques minutes, c'est 20 fois 10 exposant à N. Donc, vous voyez que ça va se multiplier et soit ça peut ou non, mais pour la plupart, ça cause aussi la production de toxines. Si on prend l'exemple des salmonelles, l'exemple de salmonella, c'est que ça va se multiplier au niveau des tubes digestifs et ça va produire directement, commencer à produire des toxines. Et ces toxines, quand c'est une fois produit, c'est là qui va commencer à engendrer des symptômes gastriques, puis qui peuvent même des fois faire aboutir à la mort au moment où la personne n'a pas été prise en charge. Quand on parle d'intoxication, vous voyez, ce sont des thématiques qui, des fois, on les met ensemble alors que ce n'est pas du tout les mêmes thématiques. L'intoxication, on lit ça, c'est lié vraiment à la dégradation de l'aliment par des bactéries. Et puis, à l'accumulation des composés toxiques. Vous voyez? Donc, l'intoxication, il y a un aliment qui est là, il y a un aliment qui est là, et puis ça a été contaminé. Peut-être c'est un fruit qui a été contaminé. Et cette contamination même a provoqué que il commence à y avoir des composés toxiques qui sont liés à cette dégradation de l'aliment. Et si une fois vous mangez ça, comme je l'ai dit l'autre jour, que quand on parlait de l'hygiène alimentaire, si c'est un fruit où il y a une partie une partie qui a pourri, c'est mieux de jeter tout le fruit. Parce que vous voyez que l'intoxication, c'est cette multiplication
des bactéries, cette multiplication de bactéries, cette multiplication de bactéries qui va engendrer l'accumulation des composés toxiques. Donc, même s'il n'y a pas eu de multiplication comme telle des bactéries, si une fois l'aliment a été contaminé, vous allez vous retrouver que cet aliment, euh, à l'intérieur de cet aliment, il a commencé à avoir une accumulation des produits toxiques, des composés toxiques. Et ces composés toxiques ne vont pas se limiter uniquement à la partie qui est pourrie. Ça va atteindre, ça peut atteindre également d'autres parties de tout le fruit ou bien si c'est aussi tout aliment. Et quand on parle d'infection, infection, c'est pour la plupart pour faire référence à la dissémination et la multiplication des bactéries dans tout l'organisme. C'est-à-dire que voilà, vous avez consommé une chose, vous avez consommé quelque chose et puis une fois dans l'estomac, peut-être voilà, une fois pas dans l'estomac, mais une fois dans le corps, ça commence à y avoir alors de la dissémination de ces bactéries-là. Les bactéries se disséminent, voilà, ça atteint l'estomac, peut-être ça entre dans la circulation sanguine, et puis ça continue alors, non pas seulement à se propager, mais aussi à se multiplier. Ça, c'est vraiment une infection. Au contraire, l'intoxination, c'est lié à l'ingestion des toxines qui sont produites dans l'aliment avant sa consommation. Vous voyez, l'exemple entre intoxination et intoxication, vous voyez que l'intoxication, c'est cette dégradation de l'aliment, il y a dégradation de l'aliment et puis il y a accumulation des composés toxiques et c'est au moment où on a consommé ça. Mais pour l'intoxination, c'est avant vraiment la consommation. Il y a eu la production de toxines, il y a eu la production de toxines qui sont qui sont dans l'aliment et on a consommé ça. Voilà l'exemple qu'on a donné des entérotoxines pour le staphylocoque. Pour la plupart, les toxines qui sont produites par le staphylocoque, ce sont des toxines qui sont produites au niveau de l'aliment. Une mauvaise conservation des aliments, ça peut créer des staphylocoques. Et les staphylocoques, quand ils sont multipliés, ils commencent à produire des toxines. Et vous pouvez alors consommer un aliment qui contient déjà des toxines. Ça, c'est l'intoxination. Alors que pour différencier avec l'intoxication, vous voyez que c'est un aliment qui a été dégradé. Vous avez consommé un aliment qui a été dégradé et puis une fois consommé ça, il y a une accumulation de composés toxiques. Voilà, une autre chose qu'il faudrait, voilà, après les différentes risques, d'ailleurs, une occasion de pouvoir différencier les différents termes, parce que des fois, il y a des fois où on essaie de les confondre. On a ça, c'est, voilà, si on peut évoquer un peu les principaux agents pathogènes qui sont liés à ces différentes définitions qu'on vient d'évoquer. Les salmonelles, comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, ce sont des agents pathogènes qui sont les plus fréquents avec les différentes dénominations que j'ai essayé de retrouver ici et là, entre autres qui a, disons, un même tableau clinique que les gastroentérites. Et puis, la période d'incubation, ça va aller de 6 à 72 heures. Et puis, les symptômes qui sont la fièvre élevée, les diarrhées, les nausées, les vomissements, les douleurs abdominales et autres. Et la guérison qui peut se faire entre 3 et 5 jours aussi une fois traité, mais sans oublier que ça peut se compliquer même au-delà. Les salmonelles qui sont à l'origine des TIAC, les TIAC, comme vous le savez, on a dit que ce sont des toxines-infections alimentaires communautaires, collectives, pardon. Et on reconnaît ceux qui sont dus à salmonelle, c'est beaucoup plus les œufs. C'est vraiment à base des œufs ou bien à base de produits dont dont l'œuf entre dans la composition de ces produits, entre autres les mayonnaises, tout ce qui peut être développé par mayonnaise, les mousses au chocolat, tout ça là, les steaks, les viandes de volaille, le fromage cuit, le poisson, les fruits de mer, tout ça là, ce sont des produits que les salmonelles, ils aiment, là où ils peuvent mieux se développer.
Et une autre chose, c'est au moment où il y a des aliments qui sont mal conservés, soit entre 6 et 46 degrés, ça sont le lieu privilégié des salmonelles. Et puis à température ambiante, ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'à température ambiante, les salmonelles sont multipliées, mais ils sont inhibés par la réfrigération, d'où l'importance de réfrigération, comme on l'a dit, la réfrigération, la congélation, en tout cas, ça limite, sinon ça inhibe la multiplication de beaucoup de micro-organismes. Tandis que la pasteurisation, on ne peut pas vraiment s'attendre à ce que la pasteurisation puisse tuer les salmonelles. D'autres agents pathogènes qu'on peut parler, ce sont les Staphylococcus aureus comme agent pathogène, dont l'incubation est de 2 heures à 4 heures, donc ça c'est plus rapide. Ils sont plus rapides. Et dans les symptômes, il y a entre autres l'apparition brutale des céphalées, il y a des nausées, il y a des douleurs abdominales qui sont développées, il y a des vomissements, des vomissements qui sont violents, sans oublier aussi qu'il peut y avoir une absence de fièvre et donc on peut s'attendre à une guérison après 1 à 2 jours. Et dans de très rares cas, il y a vraiment collapsus dans très rares cas par déshydratation. Surtout, ça, c'est beaucoup plus, ça survient beaucoup plus. Le collapsus fatal, là, ça survient beaucoup plus pour les bébés ou bien pour les personnes qui sont immunodéprimées. En parlant également de Staphylococcus, il faut aussi souligner que l'infection, on peut les retrouver soit sur la peau infectée du cuisinier ou bien de la personne qui manipule des aliments, soit sur la peau, soit sur les cheveux, soit dans les narines, ou bien aussi dans les plants qui sont manipulés plusieurs heures à température ambiante, contaminés par la personne qui est contaminée. Et le Staphylococcus aureus, ça peut se multiplier à température ambiante, comme je le disais, mais ils sont inhibés par la réfrigération et la congélation, ce qui est une bonne chose, une bonne nouvelle. Mais les toxines qui sont produites, il faut savoir que ce sont des toxines qui sont thermostables, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas détruits par la cuisson, même à 100 degrés, ils ne sont pas détruits. Comme on l'a dit l'autre jour, qu'il y a même ceux qui produisent des spores, il y a ceux qui ne peuvent pas être détruits facilement. L'autre agent pathogène qu'on peut parler ici, c'est le Clostridium perfringens. Le Clostridium perfringens, il y a donc la période d'incubation, ça va de 8 à 12 heures. Et donc, les symptômes, c'est beaucoup plus de diarrhée, avec un ballonnement de ventre, sans oublier qu'il y a également de la fièvre et aussi qu'il n'y a pas de fièvre, pardon, qu'il n'y a pas de fièvre ni de vomissement. La guérison peut se faire entre 1 à 2 jours, mais on sait comme on a déjà dit, ça peut se compliquer plus que même là, ça peut atteindre la mort. Vu que quand il y a des diarrhées douloureuses et violentes, vous savez que c'est l'origine de la déshydratation. Les aliments qui sont mis en cause, c'est beaucoup plus les plats en sauce préparés à l'avance en grande quantité. Voilà, des plats en quantité qu'on a préparés mais qu'on n'a pas pu consommer tous. Et aussi, il y a des préparations à base d'amidon. La base d'amidon, de fausses préparations, des préparations à forte teneur d'amidon, comme voilà, haricots en sauce. Aussi, on peut parler que les haricots aussi, ils sont à risque. Euh, un autre agent pathogène qu'on peut parler ici, ce sont des Clostridium botulinum. Le Clostridium botulinum là qui est plus, je dirais, qui est plus méchant. Qui est plus méchant dans quel cadre? Puisque le Clostridium là, ça peut produire des toxines dont le site de prédilection, c'est le système nerveux central. Il s'attaque au système nerveux, dont l'incubation il peut atteindre 2 à 12 heures. Et les symptômes, voilà, comme je le disais, puisque ça attaque le système nerveux central, ce sont des paralysies motrices. Et les premiers muscles qui sont touchés, ce sont des muscles des yeux. Il y a une vue qui est troublée d'abord et puis d'autres symptômes qui peuvent se suivre après. Et aussi, on peut remarquer qu'il y a la bouche qui est sèche, des difficultés de pouvoir avaler, ce qui peut engendrer une fausse fausse route. Les fausses routes, là, c'est quand on avale des aliments et que, voilà, d'une manière ou d'une autre, ça peut ne pas passer au niveau, là où ça devrait passer, au niveau de l'ésophage, que ça peut passer dans,
il y a des fois où ça peut passer même, quitte à ce que ça peut atteindre les poumons. Ça, c'est vraiment mortel. Et les symptômes, c'est entre autres les nausées, les vomissements, les constipations, tout ça là, ça peut être observé. Voilà, ce qui est mieux, on connaît que le botulinum, les toxines de botulinum, du Clostridium botulinum, là, ça ne peut pas se développer en dehors de l'oxygène. Voilà, donc c'est un tout petit peu peut-être pour, avant de finir, pour le botulinum, on reconnaît que ce qu'on appelle le botulisme infantile, qui est beaucoup plus imputable à la consommation des produits trop sucrés ou bien de sucre, en l'occurrence le miel, d'où ici il est vraiment contre-indiqué de donner du miel aux enfants de moins d'une année. Il est contre-indiqué, je le répète bien, il est très contre-indiqué de donner du miel ou bien des aliments à base de miel ou bien même pour aller plus loin, d'éviter au max des aliments trop sucrés pour les enfants de moins d'une année. Voilà. Voilà, puisqu'on a parlé de cette question de normalisation, alors au niveau international, vous avez vu là où ça vient, il va bien avouer qui a agi pour que ça puisse être produit, pour que les normes puissent être disponibles et comment est-ce que ces normes sont établies pour que ça puisse arriver aux différents gouvernements du monde. Et chaque gouvernement, alors, il essaie de faire, je dirais, bon, c'est comme si ce que je peux appeler un mini codex alimentarius. Vous savez qu'au niveau du Burundi, on a notre fameux BBN, le Bureau burundais de normalisation. Les normes qui sont appliquées par la BBN, ça ne sont pas des normes produites par la BBN, ce sont des normes qui sont produites par le Codex, la Commission de Codex Alimentarius, et dont la mise en œuvre au niveau national doit être assurée et respectée par la BBN. Plutôt le BBN, c'est bon, c'est le bureau, par le BBN. Voilà. Donc, c'est globalement ça. Tout ce que la BBN, il reconnaît que pour pouvoir, par exemple, bénéficier, ce qu'on parlait à propos des bières et des vins, la fois dernière, plutôt les quantités en termes d'alcool, le pourcentage en termes d'alcool, tout ça là, ça doit être régulé. Tout ça là, ce sont des normes qui sont établies par la commission de codex alimentarius, voilà, qui établit entre telle quantité, c'est la bière, entre telle quantité, c'est le vin, entre telle quantité, ce sont les liqueurs. Et du coup, si vous allez trouver qu'il y a ça pour là qui va dire, ok, ni wine, ou bien les autres wine là qu'on a parlé, les Sapporo wine, les tutu wine, les saucisses wine, les parati wine, tout ça là, c'est après que la BBN a remarqué que les producteurs n'ont pas respecté les normes qu'ils devraient respecter. Parce que ce sont normalement, voilà, c'est comme quand on parle de liqueur, on sait que la fermentation c'est déjà fini pour le vin, la fermentation c'est déjà fini. S'il y a un wine là, le non fameux wine là, s'il y a un wine où il y a une fermentation qui se fait, qui continue, ça ce n'est plus un aliment, ce n'est plus une boisson crédible et du coup, c'était vraiment une très bonne chose à encourager et à féliciter de voir que ces produits ont été enlevés sur le marché, bien que enlever tous ces produits sur le marché, c'est à notre pas, mais c'est un pas de géant d'avoir arrêté la production, d'avoir dit que tout là où partout où on pourra voir ce produit, c'est un produit qui est prohibé, c'est un produit qui doit être combattu, c'est un produit qui doit être enlevé sur le marché, c'est un produit qui est nocif à la consommation humaine. Voilà, il en est de même pour d'autres produits et voilà, la BBN a vraiment je dirais que la BN a un pas à faire. Il a déjà fait des pas, mais je dirais qu'il a un travail encore à faire puisque il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup des aliments qui sont produits localement, mais dont la qualité, dont la sécurité sanitaire des aliments n'est pas assurée. Et du coup, ça devient vraiment un problème de santé publique au niveau national, voire même au niveau international. Voilà, donc je termine par ici cette séance et juste en vous rappelant que la sécurité sanitaire des aliments, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous parce que
Si moi je vois qu'il y a un produit qui a été commercialisé, que voilà, peut-être je ne peux pas dénoncer ça, ça là, c'est que je suis complice. S'il y a une autre chose que moi je suis producteur, que je produis, je sais qu'il y a un ami qui produit des aliments qui ne respectent pas la valeur, la qualité, la sécurité sanitaire qui est, qui est renseignée dans les normes et que cette personne, je laisse faire, ça là, je suis complice. Donc, merci beaucoup, merci pour l'attention. Je clôture alors par ici en vous rappelant encore et encore que la sécurité sanitaire des aliments, c'est une affaire de tous et de tout le monde. Voilà, merci alors. Je pense qu'on va, s'il y a l'une ou l'autre chose, l'une autre question qui pourra venir après, on pourra le discuter. Le module 2 ça se termine par ici. Je vais essayer de mettre la semaine prochaine sur la plateforme, une fois révisé, voir, vu que tout est prêt, je vais mettre sur la plateforme et vous pourrez voir ça et puis commencer déjà à préparer l'évaluation. Et s'il y a une autre question, je pense qu'on pourra trouver un certain moment, probablement un week-end, je ne sais pas si ça va être un week-end prochain, bien l'autre week-end. On va se parler pour voir c'est quel week-end qui peut nous arranger le plus. Voilà, merci alors et puis bonne continuation.